l'eau se fraye un chemin en contrebas des villages de grès-rose et borde des châteaux du Moyen-Âge. C'est dans cette région que Céline Schnell a passé toute son enfance. La culture alsacienne a profondément marqué sa vie. Aujourd'hui, devenue photographe, elle a à cœur de partager ses découvertes sur son blog. J'ai vécu dans mon enfance justement pas loin du canal, dans mon village, il passait. Et donc des fois on allait s'y promener le week-end avec mes parents ou avec des copains quand on se baladait. Plus tard, quand je m'en suis éloignée, c'était l'objet justement de sorties à vélo. On partait un peu plus bas pour remonter vers Strasbourg. Et maintenant j'habite plutôt sur les bords du Rhin, mais on retrouve toujours aussi cette ambiance bord de mer, coucher de soleil le soir. À côté de la forêt, c'est hyper agréable, quoi. On a la mer en Alsace presque. Je pourrais jamais vivre ailleurs en fait parce que voilà, c'est la famille, c'est les traditions. C'est une petite région mais finalement on peut faire plein de choses. En 1 heure, on peut être dans le massif des Vosges comme on peut être en plaine au bord du Rhin. Voilà, les paysages varient très rapidement finalement et c'est ce que j'aime raconter justement aussi sur mon blog. Même si elle connaît bien sa région natale, Céline a encore des lieux à explorer. Ici, la construction du canal a dû s'adapter au très fort dénivelé du terrain. L'ingéniosité des hommes a permis de déjouer cet obstacle. Leur dernière prouesse est l'ouvrage d'art le plus spectaculaire du canal, le plan incliné d'Artzwiller. Pour comprendre le fonctionnement de cet ascenseur à bateau, Céline a rendez-vous avec Grégoire Perry. Ça va bien? Impeccable, écoute. Je suis heureux de t'accueillir ici. Je te propose de venir découvrir un ouvrage unique qui est implanté là depuis plus de 50 ans. Hâte de découvrir ça. C'est le père de Grégoire qui a supervisé la création de l'ouvrage entre 1966 et 1969. Et alors je crois que tu es tombé assez jeune en fait dans l'histoire du plan incliné. Ouais, effectivement, alors je suis né moi juste pendant la période de construction. Il y avait tout ce qui était déboisement, tout ce qui était nécessité aussi dynamitage de la roche pour créer le canal amont, modification de la structure du sol aussi pour pouvoir implanter la salle des machines, la tour de contrôle et toute la pente du plan incliné. Donc oui, j'ai eu l'avantage de pouvoir effectivement, au moment où mon père a pris en charge cette gestion-là, régulièrement venir avec lui pour voir l'évolution de la vie de cet ouvrage. Et tu es toujours encore là aujourd'hui dans la vie? C'est une véritable passion, effectivement. Ce plan incliné a quelque chose d'unique, de profondément singulier. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant quand... Quand tu vois effectivement le canal amont et que tu regardes en bas, oui, tu vois le côté majestueux d'un ouvrage pareil. Tout à fait. En remplaçant les 17 écluses qui épousaient le dénivelé, le plan incliné a révolutionné le travail des mariniers pour le transport des marchandises. T'imagines effectivement qu'avant, un marinier, sur l'ancienne échelle d'écluse d'Artzwiller, passait une journée de navigation. Là, il a 20 minutes de descente, c'est tout. Donc il gagne effectivement presque une journée sur son temps de trajet. Sur une échelle d'écluse, c'est systématiquement des éclusages qui sont à faire. Donc c'est des temps d'attente. Le temps, c'est de l'argent. Et le marinier, lui, de son côté, effectivement, il était payé au trajet. Il s'agissait pour lui d'arriver le plus rapidement possible pour prendre le prochain marché de transport qui remontait sur Paris. Aujourd'hui, pour déplacer les 8000 bateaux de plaisanciers qui passent chaque année par le plan incliné, un étrange balai se met en place. Celui d'un bac à péniche qui croise 2 énormes contrepoids. Comment ça fonctionne? Alors on va jouer sur un jeu de force. Le bac rempli d'une péniche va avoir le même poids que les 2 contrepoids. Donc t'imagines un bac relié à 2 contrepoids, 450 tonnes le contrepoids x 2, et un bac qui va faire effectivement 900 tonnes. Et c'est là que c'est effectivement révolutionnaire et qu'on est sur quelque chose d'assez
précurseur comme technologie, puisque en termes d'écologie, il n'y a pas mieux. On utilise juste simplement un jeu de force. On va avoir une petite impulsion électrique pour amorcer la descente, une petite impulsion pour pouvoir ralentir le bac, mais autrement, tout le reste du temps, ça va fonctionner sans énergie. Ouais, donc on est sur... juste une histoire de poids contre poids. Exactement, tout à fait. C'est fou, ça. Ah ben, c'est particulièrement novateur. Et c'est vrai qu'à l'époque, cet ouvrage a été visité, et il continue à l'être aussi, par de nombreuses délégations étrangères qui venaient justement s'inspirer pour des situations et des configurations identiques dans leur pays. Des délégations indiennes qui sont venues, des délégations russes aussi qui sont venues pour voir cette technique assez particulière. Comme les délégations venues du bout du monde, Céline va pouvoir approcher au plus près cette ingénieuse machinerie. C'est Didier Vackel, responsable technique, qui lui ouvre les portes du souterrain. Alors là, on est vraiment dans les entrailles du plan incliné. Je crois qu'il est juste au-dessus de nous, c'est ça? Nous sommes dans la poutre centrale et le bac voyage au-dessus de nous. Il y a combien de marches là? Environ 350. Ah oui, quand même, ouais, ok. Oh là là, c'est impressionnant. C'est un accès réservé à peu de monde. J'imagine que c'est un vrai privilège de découvrir le bac comme ça. Là, il est juste au-dessus de nous. C'est combien de tonnes d'eau là qui sont au-dessus de nos têtes? Alors, le bac contient 600 tonnes d'eau et il représente 250 tonnes d'acier pour la contenir. Ah ouais, donc si ça lâche, là, on prend une bonne douche. Ah là, c'est la bonne rincée, effectivement. Oui, effectivement. Ouais, c'est impressionnant. Et donc là, il va passer au-dessus de nos têtes, c'est ça? Il va passer au-dessus de nos têtes, environ 4 mètres là. Je suis pas très rassurée là, mais bon. Séquence accélération. Waouh, oh, c'est impressionnant. Ah oui, ça va, on a quand même bien de la place. Hein. On risque pas de se faire boucher. Il y a de la marge, il n'y a pas de souci. Ok. Donc là, il est à vitesse nominale. Il a atteint ses 60 cm/s. Ça va bien se passer, je vous fais confiance. Pas de souci. Ah oui, là, du coup, c'est un autre point de vue quand on voit le bac avec le bateau dedans. C'est là qu'on comprend l'ascenseur à bateau. Là, on se rend vraiment bien compte comment il redescend, quoi. Ah non, c'est impressionnant, vraiment. Lorsqu'ils quittent le plan incliné, les plaisanciers peuvent poursuivre leur route au fil du canal. Ici, les paysages sont habillés de grès rose. Une pierre typique de la région, réputée pour sa solidité et utilisée dans de nombreuses constructions. Mais elle a aussi été employée pour des architectures plus insolites. Pour découvrir l'une de ces curiosités locales, Céline retrouve Vincent Fetter, un amoureux du coin, près du village de Dabo. Alors là, c'est la grotte que je voulais te montrer. Ouais. Donc on est sur un lieu assez important pour les habitants. Et puis surtout, ce monument a été recréé avec du grès, donc cette pierre régionale. C'est cette pierre en fait qui est transitée par le canal. Là, on est à peine à 10 km du canal, ouais. Je crois, hein. Et en fait, c'est ce canal qui permettait d'emmener cette pierre partout en France, en Allemagne. Et du coup, pourquoi cette grotte ici particulièrement? Alors, cette grotte ici, parce qu'en fait, on est sur un lieu où il y avait un petit ermitage, donc c'est déjà un lieu religieux à la base. Okay. Et puis, on avait une période là entre 1840 et 1890 où il y a des apparitions un peu partout. Et donc, du coup, les gens mettent partout des reproductions essentiellement de la grotte de Lourdes. Des Lourdes, du coup, ouais. Voilà, ouais. Voilà, mais là, cette grotte, elle est totalement artificielle en réalité. Hein. C'est la pierre d'ici, mais simplement assemblée par les hommes. Et si tu veux, j'aimerais bien te la montrer au rocher de Dabo, qui est juste là-bas derrière. Ok, ouais, je crois que j'y étais quand j'étais petite, mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Donc, viens, on va voir si les choses ont changé, ouais. Si c'est toujours comme à l'époque. Le rocher de Dabo est un piton naturel spectaculaire qui domine la vallée de la Zorne. À son sommet, perché sur un immense rocher, une chapelle est implantée depuis le 19e siècle. Pourquoi avoir construit du coup une chapelle aussi haut sur un gros rocher comme ça? Alors, il y avait un énorme château fort sur cette plateforme.
Et puis Louis XIV l'a fait détruire. Et puis il restait vraiment plus rien. Donc du coup, il y a une partie des pierres qui ont servi pour construire des maisons du village. Et puis avec le reste des pierres, ils ont bricolé une petite chapelle. Il y avait pas mal de bois. Malheureusement, cette chapelle a brûlé. Et puis ils ont décidé de la reconstruire, mais cette fois-ci de la reconstruire vraiment en dur, avec que des pierres, justement, pour éviter le risque d'incendie. Du coup, on a maintenant ce magnifique édifice-là. Ouais, c'est impressionnant quand tu arrives là. Puis en plus, quand tu te retournes, tu vois que là, on a vraiment un paysage à 360 degrés. Donc de ce côté-là, on a encore un petit peu de civilisation. On voit des villages un petit peu éparpillés. Puis quand on se tourne vers l'autre côté, en fait, tu vois que là, on a vraiment que du massif forestier, quoi. On voit rien d'autre. On voit pas. Ok, ouais, donc là, il n'y a pas du tout de village là dans les environs. Il y a des villages beaucoup plus loin, mais le massif forestier, là, il est énorme, quoi. Incroyable. Une vue comme ça, c'est dingue. La chapelle de Dabo n'est pas la seule à se dresser fièrement dans le paysage. Tout au long du Moyen-Âge, dans cette vallée, des châteaux forts ont été construits sur des promontoires. C'est le cas du château de Lutzelbourg, qui domine le canal. Céline y a rendez-vous avec le guide Florian Beer. Avec lui, elle va découvrir l'histoire de cette forteresse déconstruite et reconstruite à maintes reprises pendant les conflits du Moyen-Âge. Il n'en reste aujourd'hui que des ruines. Alors Céline, là on est à 322 mètres d'altitude et tu observes un panorama superbe sur la vallée de la Zorn, le canal de la Marne au Rhin. Ouais, c'est incroyable cette vue. Voilà, donc on comprend l'intérêt stratégique du site depuis près de 2000 ans, puisque déjà des voies romaines passaient ici. La vallée de la Zorn est le seul moyen naturel qui franchit le massif vosgien. D'accord, depuis si longtemps. Depuis si longtemps. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce château qui a été construit ici, sur les hauteurs de cette vallée. C'est ça. On comprend l'intérêt stratégique du site juste avec le panorama. Ce qu'on peut voir aujourd'hui du château date du 11e, 12e, 13e siècle. Mais la base du château, c'est le 11e siècle. On est vraiment dans la période de la féodalité, puisque ici on n'était pas en France, on était dans le Saint-Empire romain germanique, et c'était des petits seigneurs locaux qui guerroyaient entre eux en fait. D'accord, et comment il a été détruit finalement ce château? Donc le château est tombé entre les mains de chevaliers brigands qui en fait attaquaient les routes qui étaient en contrebas. Et donc le château a été assiégé, puis incendié. D'accord. On le remarque à certains endroits du château, on voit qu'on a des pierres qui sont très noircies, qui sont les vestiges de cet incendie. Donc là on est en 1525, donc au milieu du XVIe siècle, et définitivement le château est abandonné en 1577. Après sa destruction, le domaine va rester à l'abandon pendant près de 300 ans. Il servira alors de carrière à ciel ouvert. L'église du village, l'église Saint-Michel, a été construite en partie avec des pierres du château. Et après, plus tard, on est en plein milieu de la révolution industrielle, donc on est autour de 1850. Les entrepreneurs qui construisaient le canal comme la ligne de chemin de fer s'est dit on a des pierres à profusion. Et donc, si un notaire de Phalsbourg n'avait pas racheté le château, il n'y aurait plus de château du Lutzelbourg. Ok. Là, on va accéder à un des 3 donjons du château de Lutzelbourg, le donjon carré qu'on appelle aussi tour de Fénétrange. C'est le plus imposant des donjons qui restent encore au château de Lutzelbourg. Et tu vois, tu as des murs qui font 2,40 m d'épaisseur. Donc c'est... Waouh. Alors là, tu vois toute la hauteur qu'avait. Alors, il est à moitié effondré, mais il dépassait les 30 mètres de haut. Donc c'est un des plus imposants. Tu as une particularité, tu vois ces pierres qu'on appelle des pierres à bossage. C'est pas des pierres qui sont naturelles, puisque cette partie a été sculptée. On voit que ces pierres sont aujourd'hui à l'intérieur.
En fait, c'est des pierres qui sont normalement, des pierres de parement qui sont normalement à l'extérieur du château. Ok, donc là, d'accord. on a la preuve, que ce château a été détruit, reconstruit à plusieurs reprises, puisque des bossages comme ça, normalement, ne doivent pas se retrouver à l'intérieur du château. D'accord. Ok. Alors, on retrouve ces pierres dans la plupart des châteaux médiévaux. Ça fait partie, c'était pour montrer aussi que le château était riche. Ok. Mais voilà, preuve que les incendies, les destructions ont fait que on récupère ce qu'on avait sur place et ils ont remis Les pierres sont plus à l'endroit où elles étaient C'est ça. au départ. Ouais. Grâce à cette dernière vigie qui a su perdurer au fil des siècles, la vallée s'offre encore aujourd'hui à tous ceux venus l'admirer. On arrive Waouh. à ce superbe point de vue. Plus on monte et plus c'est beau. En sortant des forêts de la vallée de la Zorne, le paysage se transforme. Ici, apparaissent les terres agricoles de la plaine d'Alsace. Avant de terminer sa course dans le Rhin, le canal de la Marne traverse une campagne fertile et des villes imprégnées d'histoire. C'est pour le dynamisme de cette région que Maëlle Tourneau a décidé de s'installer ici. Cette bourguignonne d'origine exerce un métier pas comme les autres. Je suis confiturière anti-gaspi. Je récupère des fruits et légumes invendus de producteurs locaux et je les transforme en confiture, pickle, chutney, ketchup, etc. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils soient mangés plutôt que d'être jetés. Je me suis installée en Alsace parce que je trouvais qu'il y avait un terreau fertile à tous les projets innovants. Pour moi, l'intérêt pour l'écologie, c'est quelque chose d'hyper important. Je trouve qu'on a un bon climat. J'aime les saisons qu'il y a ici qui sont très tranchées. Et j'aime la culture locale, donc je suis bien ici. Maëlle rejoint une des étapes incontournables du canal. C'est la ville de Saverne qui met à l'honneur les fleurs. Implantée en plein cœur de la ville depuis 1900, la roseraie est l'une des plus anciennes de France et séduit les plaisanciers qui cheminent sur le canal. Maëlle y retrouve Jean-Ralph Schmitt, bénévole au sein de la roseraie. Comment elle a été créée, cette roseraie, en fait? Pourquoi que des roses? C'était un amateur de roses qui avait son petit jardin et qui voulait un jardin plus grand avec ses amis rosiéristes comme lui, parce qu'il créait des roses aussi. Donc il s'est dit, quelque chose de plus grand ici, c'était un terrain qu'il a pu louer. Et donc au fur et à mesure, cette roseraie s'est agrandie, toujours avec ses amis rosiéristes. Et il a créé des rosiers, il a créé une centaine de variétés de rosiers à l'époque. C'était Louis Walter, un employé des postes par ailleurs. L'employé des postes, collectionneur, ne se doutait pas que son travail allait donner à la ville son surnom, celui de Cité des Roses. Combien il existe de variétés dans cette roseraie? Parce qu'il y en a énormément. Oui, on a 5000 rosiers, mais c'est 800 variétés qui sont présentées ici sur les presque 35 000 ou 40 000 rosiers qui existent de par le monde. Et comment la roseraie, elle est propriétaire comme ça d'autant de variétés de roses? C'est qu'au fur et à mesure, depuis plus de 125 ans, on a toujours voulu avoir plus de roses et plus de variétés, surtout les variétés nouvelles. Il y a aussi le concours international de roses nouvelles. Il y en a 4 en France, dont Saverne, Paris, Lyon, Orléans et Saverne. Donc on a jusqu'à 70 variétés qui y sont présentées. Et plusieurs de ces variétés, on les conserve, on les garde chez nous. Donc il y a chaque fois un renouveau. D'accord. Donc en fait, c'est l'affaire de passionnés, de collectionneurs. Oui, absolument, tout à fait. À travers le temps, et vous avez fait ça tous ensemble, quoi. Tout à fait, absolument. Les professionnels du monde entier viennent ici chercher l'originalité des parfums, des couleurs et des créations des roses de Saverne. Les jardiniers de la roseraie ont aussi un secret pour faire proliférer les fleurs, la greffe. Elle permet de multiplier une variété existante
et de rendre les rosiers plus résistants. Alors Jean-Paul, c'est ici que tu fais tes greffes? Exactement. Moi j'ai déjà fait des boutures mais jamais de greffes. Alors la différence entre les deux, c'est que la bouture, si tu coupes une branche, tu le plantes en terre. Okay. La greffe d'un rosier, tu vas chercher comme ça, ce qu'on appelle un greffon. La tige de l'année avec une fleur dessus, ça te permet de savoir ce que tu vas greffer. Okay. Et tu prends une partie de ce greffon pour fixer sur ce porte-greffe. Et c'est ce que je vais te démontrer. Et ça marche sur n'importe quel rosier, ça? On peut essayer avec n'importe quel rosier. On prend notre greffoir, on fait une tranche juste sous le bourgeon, comme ceci. Ouais. Donc tu vois qu'il y a l'écorce et en dessous il y a ce qu'on appelle le bois. On décolle le bois et il nous reste notre bourgeon. Donc je procède à cette greffe en fente. On coupe l'écorce et pas le bois. Et on la fait en T. L'écorce et pas le bois, donc tu juste incises. C'est juste l'écorce. On enfonce la lame de 1 ou 2 mm maximum. Ouais. J'ai mon œilleton qui est ici. Ouais. Et cet œilleton, je le juxtapose à la greffe. Je le glisse à l'intérieur. C'est juste cette partie-là que tu mets? C'est juste cette partie-là que je mets dedans. Ok. Et on le recouvre. Après, normalement, j'ai juste à mettre une ligature en caoutchouc qui le recouvre et on le laisse faire. Et l'année prochaine, au printemps, ça va démarrer. Et donc, c'est grâce à ça si on a cette roseraie aussi magnifique. C'est ça, c'est le fait d'avoir greffé plusieurs sortes de roses qui nous donnent ces buissons fleuris. Magnifique. Si les roses font la renommée de Saverne, une autre plante fait la réputation de l'Alsace. C'est le houblon et ses champs à perte de vue. Il fut transporté grâce aux bateaux de marchandises par le canal dès le 19e siècle. C'est un ingrédient crucial dans la fabrication de la bière, une spécialité de la région. Dans la ville d'Orfelden, Maëlle se rend dans la plus ancienne brasserie de France pour y rencontrer Édouard Hague. Il est le directeur de cette entreprise tenue par la même famille depuis 8 générations. Édouard, là je vois du houblon, on a presque ce qu'il nous faut déjà pour faire de la bière. C'est vrai que le houblon, c'est la plante qui est associée à la bière systématiquement parce que c'est la plante qui va donner une grande partie du goût de la bière. Ça fait partie des paysages typiques en Alsace, ces grandes houblonnières comme celle dans laquelle on se trouve, avec plusieurs variétés de houblon. Comme il existe dans la vigne plusieurs cépages qui ont chacune leur qualité, il existe aussi dans le houblon plusieurs variétés qui vont apporter des goûts différents à la bière. Véritable gardien d'une longue tradition de savoir-faire, la famille Hague brasse sa bière ici depuis 1640. Les énormes cuves de cuivre sont les témoins de ce passé. Donc là, on arrive au cœur de la brasserie. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle ici ? Ouais, donc effectivement, ici, c'est la salle de brassage. Donc c'est la première étape pour fabriquer de la bière. Ici, ça dure environ 8 heures, le processus, sachant que pour faire de la bière, il faut compter entre 3 semaines et 1 mois. Et en fait, pour comprendre ce qui se passe ici, c'est que dans cette cuve, qui est la cuve d'empâtage, on va mélanger une farine, une mouture de malt d'orge, avec de l'eau chaude. C'est vraiment l'image, tu sais, l'image qu'on a un peu du brasseur là, qui tourne avec son fourquet. Ben, c'est ça. Donc là, finalement, c'est vraiment le début d'un très long processus. En fait. Oui, c'est le début d'un très long processus. On peut vraiment influencer sur le goût final de la bière. Rajoute quelque chose. Typiquement, si ici on reste un peu plus longtemps sur un certain palier de température, on va avoir à la fin une bière qui est soit plus ronde, soit plus sèche. Dans la salle de brassage, la famille a conservé l'habillage en cuivre qui rappelle les cuves des origines de l'entreprise. À côté de l'usine, une maison raconte elle aussi le passé de cette aventure, perpétuée
de père en fils. Édouard, là, on arrive à la villa. C'est une demeure familiale. Est-ce que vous avez encore un lien avec cette villa? Oui, bien sûr, un lien très fort. C'est ici que pendant des générations, ma famille a habité. Et c'est vrai que toute mon enfance, c'était un peu mon terrain de jeu. Ici, je me rappelle de grandes fêtes familiales avec ma grand-mère, mes parents, mes frères et sœurs, cousins, cousines. On faisait des terres flambées. Il y avait dans le fond du jardin un petit abri dans lequel il y avait un four à terre flambée. Et donc, c'est vraiment un lieu de vie familial. Ok. Donc ici, on se retrouve dans le bureau de mon grand-père, qu'il a utilisé essentiellement entre les années 30 et les années 60. Et c'est un lieu que je trouve particulièrement émouvant parce que c'est vraiment resté en l'état. Quand mon grand-père est décédé dans les années 80, je me rappelle, quand j'étais gamin, c'était un lieu qui était resté sombre, on n'avait jamais tellement le droit d'y rentrer. Et quelques années en arrière, quand on a décidé d'ouvrir la Villa Météor au grand public, on a simplement ouvert les volets, passé un coup de poussière, et on se retrouve dans cette ambiance, complètement plongé dans une autre époque. On sent là, que le temps s'est arrêté, c'est prenant, c'est touchant. Ouais, exactement. C'est un lieu qui est très inspirant aussi, je veux dire, pour moi. À l'apogée du transport fluvial sur le canal, entre les deux guerres mondiales, les fûts de bière furent exportés jusqu'en Allemagne. Un plat alsacien a également franchi la frontière. C'est la Flammenküche. À Fulgresheim, un restaurant perpétue lui aussi une longue tradition, la confection de cette fameuse tarte flambée. Antoine Dor représente la 5e génération aux commandes de ce restaurant et détient le secret de fabrication de la tarte. La particularité de la maison est de cuire la Flammenküche à l'ancienne. Salut Maëlle. Alors c'est ici la meilleure tarte flambée du monde? Exactement, c'est ici que tu vas la trouver. Okay. Justement parce que regarde, je suis en train de préparer le feu de bois. Ouais. Chez nous, elle est cuite au feu de bois, ça devient de plus en plus rare. Okay. Et donc là, il préchauffe au moins depuis 3 heures okay. pour ensuite la cuire. Chouette, donc tout est là? C'est ça, donc tu as les ingrédients principaux. Donc tu as notre mélange de crème, ça c'est une recette familiale. C'est un mélange de fromage blanc, de crème. On rajoute un peu d'huile de colza. Okay. En fait, à l'époque, donc ma grand-mère, quand elle faisait la tarte, elle avait donc un bidon comme l'huile d'olive sur les pizzas, mais elle rajoutait son huile de colza comme ça. Okay. Mais au fur et à mesure, on a évolué et maintenant on l'intègre à la crème directement. Ok. La recette de la pâte provient du savoir-faire de la grand-mère d'Antoine. 5. Ouais, ça voilà. Les élargit bien là. Et voilà, là tu as un beau fond de pâte à tarte. Ouais. Finalement, pourquoi on fait la tarte flambée ici en Alsace? Bon, en fait, c'est la tarte flambée de base, c'est le plat du pauvre, le plat du paysan. Quand il préparait le four pour cuire le pain, donc le pain reposait, bah, c'est à ce moment-là qu'il cuisait la tarte flambée. Il faisait ça le dimanche en fin de semaine parce que c'était l'occasion pour réunir tout le monde, que ce soit la famille, les amis, les ouvriers qui travaillaient avec eux dans la ferme. Et donc tout le monde dégustait ce plat-là. C'est vraiment quelque chose de convivial. Vas-y, prends la spatule. Okay. Moi, au pire, je te rattraperai la tarte. Okay. C'est sûr, c'est un peu compliqué à faire au début. Je sens que t'es crispé, Antoine. Antoine, il est pas bien, là. C'est un bon début. C'est ma première. C'est bien, tu t'en sors pas mal. C'est ma première. Tu t'en sors pas mal. Et là, je dispatche. Tu le dispatches. Pour pas voler quelqu'un. C'est la tienne, donc tu l'as fait à ta guise. Hein. Ouais. Ouais, là, même là, tu peux y aller un peu plus. Hein. Ah ouais? Ouais. Oh là, c'est gourmand. Chacun la nôtre? Chacun la nôtre, on y va. Allez. C'est parti. Donc là, j'y vais, là. Là, tu peux y aller. Okay. Tu peux y aller vers le milieu ou de ce côté. Ça va aller. Et en fait, tu dois faire le même mouvement qu'avec la planche. Ouais, un peu des secousses. C'est ça. Je vais jusqu'où, là? Ouais, stop. Et je fais comme ça. Ouais, nickel. C'est bien, là? On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal? Ça va. Franchement, pour une première, j'ai vu pire. Cool. C'est gentil, Antoine.
Voilà, donc maintenant que nos tartes sont cuites, on va s'installer pour la déguster. Donc c'est comme ça qu'on la mange en Alsace et chez nous, parce qu'on pose vraiment la tarte au milieu de la table. On la coupe en plusieurs morceaux et chacun picore dedans. En fait, donc nous, on la coupe comme ça, au milieu. On l'a coupée en 4. Et donc après, tu la prends avec les doigts. Hein. La tarte, ça se mange avec les doigts. Et ça y est, tu peux déguster la tarte que tu as fait avant. Go. Ça te plaît? Elle est bonne? Ouais. C'est notre recette secrète familiale. J'adore. Trop bon. Maëlle longe maintenant les derniers kilomètres du canal en direction de Strasbourg. Les chemins de halage, qui permettaient autrefois aux chevaux de tirer les péniches de marchandises, ont été convertis en pistes cyclables. Largement empruntées par les Strasbourgeois, ces pistes font donc le bonheur de tous les amateurs de vélo, comme Anne-Laure Heitz. Est-ce que tu viens souvent ici pédaler? Ouais, ça m'arrive. C'est tranquille. Le fait qu'il y ait l'eau à côté, je trouve ça aussi super reposant. Il y a plein d'endroits où on peut s'arrêter pour pique-niquer. Et en même temps, si on veut faire un peu de distance, on peut. On peut déjà, ouais. Ouais. Cette piste cyclable, elle fait aussi partie de l'Eurovélo 5, qui est une véloroute européenne qui va de Canterbury, au sud-est de Londres, jusqu'à Brindisi, en Italie. Ah ouais. Nous, Anne-Laure, on va s'arrêter avant quand même, non? Ouais. On est parti pour l'Italie, là? Non. Pourquoi pas, hein. Moi, je suis toujours prête. Hein. Le matin, je prends mon vélo et hop, je pars. Hein. Ah ouais. Que Maëlle et Anne-Laure se rassurent, le canal de la Marne se termine bien avant l'Italie. C'est à Strasbourg qu'il finit sa course, pour rejoindre le Rhin. Qu'on le parcourt à vélo ou en bateau, le canal de la Marne au Rhin s'offre à tous les amoureux de nature et de patrimoine. Là, c'est hyper beau. C'est magnifique. Ouais. On est arrivé, on a fini notre balade. Moi, j'en ai plein les jambes, je suis rincée et je suis super contente d'être là. Ouais, je te rappelle que tu voulais aller jusqu'à Brindisi. Hein. Ouais, c'est vrai.